Bien, nous revoici et j'espère bien pour la toute dernière vidéo. Et nous sommes en train de parler de management d'une équipe de communication. Nous avons d'abord essayé de nous replonger dans le contexte d'origine de ce qu'on appelle le management d'une équipe avec la théorie de Taylor, la théorie de Fayol, la théorie de la gestion du personnel, la théorie des personnalités. Après ça, nous avons parlé de quatre fonctions traditionnelles du management. Nous avons cité la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Et puis, nous avons fini par parler de style de management d'une équipe. Chaque style avec ses différentes caractéristiques. Reprenons notre partage d'écran, cette fois ici en parlant de la motivation. Rappelons-nous que le but, c'est gérer une équipe de manière à booster la productivité, de manière à ce que chacun rende le meilleur de lui-même. D'abord, il faut se demander si la motivation peut être considérée comme une arme contre la flânerie, contre la paresse, contre la nonchalance. Quel serait l'impact de cette dernière sur le comportement, sur le travailleur au lieu de travail? La motivation serait une source de performance et un employé aurait-il un meilleur comportement vis-à-vis de l'entreprise ou de la hiérarchie ou, disons, rendrait le meilleur de lui-même, aurait de meilleures relations avec ses collègues si il est vraiment motivé. Il existe un lien direct, on peut tout dire, mais c'est vrai qu'il existe un lien direct entre la performance de l'entreprise et l'engagement des salariés, ou mieux, la motivation des salariés. Quand les gens sont motivés, l'entreprise en retire les bénéfices. L'entreprise en reçoit les bénéfices. Elle maîtrise son turnover, elle améliore sa productivité et elle augmente sa satisfaction client. Donc, comment procéder? Il faut écouter vraiment. Il faut humaniser la vision de l'entreprise. Il faut valoriser les progrès et les meilleures pratiques. Meilleures, retenez bien, là, il y a un qui a sauté. Les salariés motivés seraient de plus loin sujets aux revendications sociales et cela limiterait ainsi les situations potentiellement conflictuelles. Donc, quand les salariés sont motivés, ils sont moins sujets aux revendications. Et ça limite les situations potentiellement conflictuelles au sein de l'entreprise, avec spécialement la hiérarchie. Par ailleurs, les salariés motivés sont moins assujettis à l'absentéisme. Donc, ils privilégieraient le long terme avec leur entreprise en évitant ainsi les turnover importants, cause importante de coûts dans les entreprises. Le tour dans le travail. Donc, nous avons avant évoqué la stabilité des travailleurs comme cause de rendement meilleur. Le turnover, donc le tour des travailleurs dans le travail. S'il est moins, la productivité est un peu plus supérieure. Et quand les travailleurs sont vraiment motivés, ça évite tout ce tour-là. Les sources de motivation côté employé.
que cherchent les salariés au travers de leur travail? C'est la question que j'ai posée pendant le cours. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous travaillez? Quel est le but que vous poursuivez? Beaucoup ont répondu, c'est pour avoir un salaire, c'est pour avoir l'argent. La question des critères principaux dans le choix d'un poste pour un salarié semble ardue car elle revêt une multitude de paramètres difficilement supportables et hiérarchisables. Cependant, certaines enquêtes de terrain peuvent permettre de dégager quelques tendances, du moins sur les critères les plus privilégiés et les plus appréciés par les collaborateurs. Le travail en lui-même, au travers de son intérêt et de son intégration à la vie, est essentiel comme critère d'appréciation. Les dimensions interpersonnelles, comme les rapports avec les collègues, sont aussi importants. Les critères d'appréciation d'un poste sont, d'après cette enquête, les suivants. Lesquels? Et ça, vous lisez ça dans, disons, le syllabus. En fait, il s'agit d'une enquête et on rend compte de préférences, de motivations. Quand les gens cherchent un poste au travail, qu'est-ce qu'ils visent? Il me semble que cette enquête, dans le cas, disons, du Congo, ne vaut même pas la peine parce que de ce que j'ai vu euh, dans l'auditoire, même quand tout le monde était là, c'est que tout le monde travaille pour le salaire. Comme motivation principale, nous avons le salaire. C'est avoir l'argent pour mieux vivre, pour organiser sa vie, pour s'acheter une maison, ainsi de suite. Mais j'avais fait une blague en disant, vous connaissez Bill Gates, alors pourquoi il doit travailler s'il a déjà autant d'argent? C'est dire qu'en fait, il y a plus que la simple motivation matérielle. Mais pour comprendre ça, il faut arriver à ceci. Vous voyez l'échelle de Maslow qui retient 5 niveaux dans les besoins de la vie d'un homme. D'abord, les besoins de survie, avec des besoins physiques, physiologiques. Et puis, les besoins de sécurité, les besoins de protection, les besoins de socialisation, les liens sociaux, le besoin d'estime, le besoin d'être aimé, d'être apprécié, et puis le besoin d'accomplissement ou de réalisation. Il semble bien que nous sommes au premier niveau. Donc, quand quelqu'un travaille pour juste le salaire, nous sommes encore au niveau de survie. Mais c'est qu'on peut aussi comprendre, tant qu'on n'a pas encore vraiment résolu ces problèmes, c'est difficile, selon Maslow, de passer à l'étape suivante. À part Maslow, il y a aussi Alderfer plutôt, qui est parti de cette théorie de Maslow pour définir aussi sa théorie de besoin en disant, par exemple, que il y a 3 niveaux de besoins, parmi lesquels les besoins d'existence, qui sont les besoins physiologiques tels que la faim ou le sommeil, et ils ont pour objectif de maintenir le sujet en vie en maintenant l'homéostasie. Il y a les besoins des rapports sociaux et puis il y a le besoin de développement personnel. Il y a aussi la théorie de il y a la théorie de Herzberg qui explique que l'homme cherche par tous les moyens à échapper à la souffrance. Donc, l'homme va éviter tout ce qui est cause de souffrance pour s'accrocher à ce qui est cause de satisfaction. Donc, d'un côté, il y a des facteurs d'insatisfaction que l'homme cherche à éviter. De l'autre côté, il y a le facteur de satisfaction que l'homme recherche dans sa vie. Donc, il y a cette vision bilatérale de laquelle découle la théorie bifactorielle de Herzberg, qui sépare les facteurs de satisfaction et les facteurs d'insatisfaction en 2 hémisphères bien distincts. Les facteurs de satisfaction sont des agents motivateurs et les facteurs d'insatisfaction sont des agents
dit d'hygiène, c'est-à-dire les motifs d'insatisfaction. Les facteurs de satisfaction et intrinsèques au travail. Nous avons l'évolution de carrière, nous avons la réalisation de soi quand on a des responsabilités, nous avons la reconnaissance, l'autonomie, l'intérêt du travail. Tandis que les facteurs d'insatisfaction et intrinsèques au travail, nous avons les conditions de travail, quand surtout ce sont des conditions mauvaises, la politique du personnel, le salaire, le climat du travail, l'ambiance au travail, la gestion, le management donc, la politique de l'entreprise. La motivation au travail la motivation au travail provient donc uniquement de l'amélioration des facteurs de satisfaction et chercher à réduire et surtout à supprimer les facteurs d'insatisfaction. Donc, motiver les travailleurs, c'est quoi? C'est chercher à augmenter, chercher à maintenir, à améliorer les facteurs de satisfaction et éviter, par contre, les facteurs d'insatisfaction. Voilà. Une autre théorie, évidemment, c'est celle qui concerne les techniques de motivation. Quelles sont les techniques de motivation que nous avons? C'est par exemple la rémunération. Ça, c'est un levier principal de motivation et donc de management. Quand les gens sont bien payés, ils sont motivés et ils travaillent mieux, ils rendent mieux. Donc, ça, c'est important. Il faut bien payer les collaborateurs. La première base de la motivation, c'est la rémunération. Cette rémunération peut donc prendre plusieurs formes selon la situation. D'abord, la part fixe qui permet d'assurer une sécurité financière à l'employé, de stabiliser sa vie professionnelle, sociale et familiale. Évidemment, en termes de salaire, qu'est-ce que vous voulez? Chez nous, par exemple, dans notre pays, le travailleur pense vivre plus avec ce qu'on appelle profit qu'avec le salaire. Souvent, on entend les gens dire, bah, fouta cahier et $100, mais Azana va profit et belé. De quel profit? Ça signifie simplement qu'il a beaucoup de possibilités de voler. Donc, on lui paye $100, mais Azana va profit. Quel profit? Donc, voilà un peu. Le salaire, la motivation, plutôt la rémunération comprend aussi les avantages en nature et de la part variable. Il y a les avantages pécuniaires que sont la participation et l'intéressement qui permettent, eux, de fidéliser et d'associer le salarié à son entreprise. Il y a des primes, il y a beaucoup de manières. Évidemment, chaque salaire a plusieurs rubriques. Et puis, il y a un problème chez nous au pays, c'est aussi les écarts de salaire entre les différentes classes. Vraiment, en termes de salaire, il faut dire que c'est la précarité. Espérons qu'un jour, ça pourra changer. Voilà. Donc, si la rémunération, c'est la base principale de motivation au travail. Que dire alors de notre pays? Voilà pourquoi c'est en fait un cercle vicieux. Vous avez par exemple la fonction publique où justement les gens ne sont pas bien payés, mais au moment où ils ne font rien, ils ne rendent rien. Il y en a qui arrivent au travail vers 11 heures et déjà à 13 heures, ils cherchent à repartir. Il y en a qui arrivent 2 ou 3 fois par semaine. Ben, ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, mais au même moment, ils ne produisent pas, ils ne font rien. Donc, chacun a sa part, chacun a sa part. Mais quand même, retenons qu'il manque la base primordiale de toute motivation, qui est le salaire. La rémunération, comme levier de motivation, est cependant contestée par plusieurs managers en tant que motif d'insatisfaction. Payeur, par exemple, payer avec équité et à passer plus de temps à élaborer une politique managériale permet aux travailleurs de progresser en se formant. Évidemment, cette théorie ne concerne vraiment pas notre contexte. Je l'ai dit au début, il semble bien que chez nous, comme motivation principale, c'est le salaire. C'est le salaire. C'est difficile de trouver quelqu'un qui travaille pour
la satisfaction, pour le plaisir qu'il a, pour l'amour qu'il a pour l'entreprise, ainsi de suite. Parfois, quand c'est un travail personnel, mais la plupart du temps, les gens travaillent pour juste avoir de l'argent. Les directions passent trop de temps à mettre en place des politiques salariales corporate très sophistiquées qui se révèlent peu incitatives pour les salariés. C'est une théorie que je ne sais pas justifier dans le contexte congolais. Je répète, donc, au Congo, la motivation principale du travailleur reste la rémunération. Quelles sont les autres techniques de motivation? Il y a la cohésion de groupe via la recherche d'une communication interne efficace. Il y a le style de management même. Quand on sait bien gérer, on peut motiver, et quand la personne se sent considérée, elle est aussi motivée. Il y a le développement personnel via les opportunités de carrière, les promotions, les formations données aux gens, aux ouvriers, la possibilité de se former. Et puis, il y a ce qu'on appelle la mobilité inter- ou intrasectorielle. Bouger, déplacer un peu les gens, pas pour les punir, mais pour acquérir l'expérience, varier l'expérience. L'organisation du travail avec notamment une autonomie plus poussée pour les collaborateurs, les faire grandir, les faire sentir responsables. Autant de moyens pour les, disons, les responsabiliser. Alors, arrivons maintenant, et c'est le dernier point, j'espère, au système communication management, application de quelques outils. Les outils de management d'équipe. Nous avons compris l'esprit en nous basant sur certains auteurs. Comment motiver aussi? Quels sont les styles? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'abord? Et puis maintenant, quels sont les outils? D'abord, les réunions. Ici, je vais simplement les citer. Dans votre syllabus, vous avez comment diriger, comment préparer, comment conduire une réunion, tenir une réunion. Il y a tout un chapitre sur cela. Lisez attentivement parce que c'est ce que vous serez appelé à faire. Allez voir les sortes de réunions, allez voir les étapes de préparation d'une réunion, allez voir comment gérer une réunion. Les sortes de réunions, nous avons ce qu'on appelle les workshops. Les workshops, les ateliers de travail organisés au sein de l'entreprise, axés sur une thématique particulière. Nous avons les points journaliers, on appelle les points hebdo. Nous avons des réunions de services. Nous avons les entretiens d'embauche pour, disons, sélectionner les candidats. Les entretiens de recadrage, c'est quand quelqu'un s'est mal comporté, quand quelqu'un a eu des failles dans sa tâche, vous l'invitez et vous lui faites la remarque, vous le recadrez. Les entretiens annuels, normalement, il faudra avoir des entretiens chaque année avec un travailleur, avec chaque travailleur, c'est en fait pouvoir évaluer son travail, mais aussi recevoir des propositions quant à la marche, quant à l'évolution de l'organisation. Il y a aussi les événements d'entreprise, les pots d'arrivée. Quand il y a un nouveau travailleur qui entre, il faut avoir l'habitude de l'accueillir, il faut avoir l'habitude de lui offrir un petit vin. Tous se réunissent autour d'un verre pour célébrer son entrée, comme aussi quand quelqu'un part, il faut avoir l'habitude d'organiser ce qu'on appelle les pots de départ. Il y a les pauses café. Ici, je voudrais insister sur le fait que c'est un moment important qui véhicule la culture de l'entreprise et de l'organisation. Et quand on a découvert l'importance des pauses café, beaucoup d'organisations, je ne sais pas, je ne parle pas du Congo, ont développé à l'intérieur, disons, de la structure de leur bureau, un coin café où les gens, au moment de la pause, viennent, ils prennent leur café là-bas. C'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de parler, c'est l'occasion de créer la communion. Donc, c'est très important.
Mais malheureusement, souvent dans le contexte congolais, cette réalité n'existe pas. Chacun dans son bureau, il s'assied, il sort, il prend son camomile, je ne sais pas où, et il s'en va. Il y a des bureaux où on organise, disons, le repas en commun. Ça, ce sont des moments importants. Moments importants pour véhiculer l'esprit d'équipe, pour parler de l'entreprise. C'est un moment aussi de décloisonnement. Donc, ce sont des moments très, très, très importants à l'intérieur d'une organisation. Il y a ce qu'on appelle aussi le team building, c'est-à-dire l'esprit de construction de l'équipe. Depuis quelques années, les team building sont des solutions de plus en plus convoitées pour créer une dynamique positive au sein de l'équipe, ainsi que pour souder les collaborateurs au travers d'une épreuve. Ce sont des sortes de stages de survie qui permettent la fondation d'une véritable équipe et sont mis en place afin de créer ou de favoriser des compétences groupales et sont donc de plus en plus prisées par les entreprises. Donc, tout ce qui favorise la cohésion, la construction d'un esprit d'équipe. Et puis, il y a aussi des soirées privées qu'on peut organiser. Vous avez un repas d'amis, de collègues, organiser, je ne sais pas, un souper quelque part, un dîner, pour mettre ensemble les gens et créer ainsi la convivialité, vivre ensemble des émotions, parler des joies et aussi des expériences, pas seulement du travail, mais aussi de la vie. Bien, maintenant, quelques outils de ce qu'on appelle le management visuel. Il y a d'abord les tableaux blancs. Les tableaux blancs, c'est cet outil qui permet d'assurer un suivi constant des différentes composantes qui le définissent. On trouvera des catégories fixes auxquelles on ajoutera ou on va supprimer les éléments au fur et à mesure de l'avancement des tâches. Donc, vous avez un tableau blanc et chaque matin, ou selon l'ordre du jour, selon les tâches qu'il y a, on vient, on colle quelque chose, un message, selon les catégories. Et quand on était dans l'auditoire, je vous ai fait, je vous donne l'exemple. Je crois que dans les syllabus, vous avez aussi l'exemple d'un tableau blanc. Donc, ça, c'est le management visuel. C'est-à-dire, quand les travailleurs entrent, ils voient, ils lisent, ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui est arrivé, quelle est la direction, quelle est la nouveauté, ainsi de suite, au sein de leur entreprise. Donc, le tableau blanc, et il constitue l'élément de base du management visuel et très utilisé pour améliorer les systèmes management communication. Donc, quand les travailleurs entrent, ils voient la valve, il y a des nouvelles. Et il y a un ordre, ils voient une succession. Par exemple, je donne un exemple très, très, très banal. Vous allez en voyage touristique. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez qu'on affiche, par exemple, le programme du jour. On dit aujourd'hui, le 15 juillet, on s'élève à telle heure, on prend le petit déjeuner, après nous prenons tel chantier, nous allons vers la montagne, et ainsi de suite. Donc, le fait d'afficher, ça c'est ce qu'on appelle le management visuel, c'est-à-dire diriger en affichant. C'est un outil de direction des gens, de ceux avec qui on collabore ou de ceux qu'on dirige. Il y a aussi, à part le tableau blanc, il y a ce qu'on appelle les notes. Cet outil se rapproche du tableau blanc à la différence près qu'il n'y a pas de catégorie prédéfinie et il permet une grande flexibilité dans les interactions interpersonnelles. Les notes vont notamment servir des mémos. Ils servent des mémos, de liens entre les différents quarts et les équipes de jour, ainsi que l'état des lieux à l'instant. Voilà, ici c'est un exemple d'un tableau blanc. Vous voyez comment on procède. Donc, on affiche de cette manière-là. Ce tableau-là est blanc. Et tout ce que vous voyez là, on vient, on le colle. On le colle ainsi. Vous pouvez arriver, vous voyez, par exemple, ici, on vous indique une catégorie et on vous indique, par exemple, les tâches à faire, on vous indique les échéances, ainsi de suite.
À l'heure numérique, évidemment, les sites Internet, indispensable outil pour la communication d'une organisation. Il faut y être. Aujourd'hui, toute organisation doit avoir son site web. Ce n'est plus possible d'exister sans avoir une adresse, disons, un point de référence en ligne. Il faut de la visibilité. Et puis, c'est là qu'on négocie son identité. C'est là aussi qu'on vend, c'est là qu'on fait la promotion personnelle. En fait, le site web, c'est la vitrine institutionnelle. Y être, y agir, il faut participer, influencer, construire son réseau. Et ici, retenez ce que nous avons vu avec Simona autrefois, c'est-à-dire la réputation en ligne. Il est très important de savoir ce que les gens pensent de votre organisation, quelle idée ils ont, et surtout éviter que l'on souille votre réputation. Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, la surveillance citoyenne est très, très, très élevée. Donc, il faut faire très attention. On n'a plus droit à l'erreur. Nos fréquentations, nos mouvements sont épiés. Et le premier qui nous épie, c'est bien sûr notre téléphone cellulaire. Ne vous en faites pas. Vous ne pouvez rien, mais absolument rien cacher. Simplement parce que vous n'êtes rien, simplement parce que vous ne représentez pratiquement rien. Mais si vous êtes une personnalité, sachez que vous êtes surveillé. Sachez que vous êtes sous contrôle. Sachez que vous êtes sous écoute. Donc, ne soyez pas naïfs. Le fait d'avoir votre téléphone, même s'il est éteint, c'est lui qui vous surveille. Et c'est très simple. Ce n'est pas des choses vraiment à faire. Si vous êtes fiancé, je ne sais quoi, vous savez très bien comment vous pouvez surveiller. En fait, on parle trop de la vie privée, mais en réalité, nous sommes tous exposés comme sur un plateau. Il n'y a rien à cacher, absolument rien à cacher. Si quelqu'un vraiment veut vous filer, et c'est facile qu'il vous ait. Le site doit être très lisible, il doit être accessible et il doit être mis à jour. Nous, pour notre cours, nous avons le site www.sisikayan.e-monsite.com. Là, vous avez notre cours. Vous avez quelque chose du professeur Sissi, mais vous avez surtout le contenu de tous mes cours, tous les cours que j'ai déjà enseignés à l'UPEN, même ceux que j'ai cédés, et les résumés, les notes, les schémas sont encore là. Les emails, c'est aussi un outil de gestion. Envoyez des emails et lisez dans les syllabus quelques conseils pour savoir s'y prendre. Il faut beaucoup de délicatesse, il faut la prudence, mais aussi de la politesse. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que même des personnes très bien formées commettent beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, même des personnes vraiment qui d'habitude écrivent bien. C'est un phénomène très récurrent et un phénomène très fréquent, et dû probablement à la vitesse, dû probablement à l'immédiateté qui caractérise la communication numérique. Mais il faut vraiment s'efforcer parce que malheureusement, dans notre contexte, vous le savez, qu'on mesure l'intelligence des gens malheureusement à partir du français. Hein? Donc, quand vous voyez quelqu'un qui s'exprime bien, vous pensez tout de suite là qu'il est intelligent et qu'il est bien formé. Pourtant, ce n'est pas ça. On peut être très intelligent et mal parler français. Malheureusement, comme impact, vous savez que celui qui écrit bien, celui qui parle bien, frappe. Il frappe, comment dire, il touche beaucoup plus vite que celui qui s'exprime mal, qui écrit mal. Et puis le téléphone, c'est un grand outil pour la gestion d'une équipe. C'est un grand outil de management, avec évidemment tout ce qu'il comporte. Il y a la visioconférence.
Ce que nous avons fait, par exemple, autrefois avec Simone, il est en Italie, nous sommes ici à Lupin et nous suivons son intervention, nous suivons sa leçon. L'intranet, c'est en réalité un réseau interne à l'entreprise, un réseau juste lié à l'entreprise. Puis nous avons ce qu'on appelle le crowdsourcing. C'est une manière, disons, de promouvoir un produit ou une idée, quelque chose qui reste à l'intérieur de l'organisation. Donc, une sorte de, disons, de appel d'offres, mais lié à l'organisation, à l'intérieur de l'organisation, qui suscite une sorte de concurrence pour voir qui donne la meilleure idée, qui euh, euh, a la meilleure, disons, créativité, la meilleure initiative. Et puis, il y a les newsletters qui, dans chaque organisation, constituent un élément de cohésion, c'est-à-dire pour informer les membres, pour informer les personnes intéressées sur l'évolution, le travail d'une organisation. Donc, la newsletter en entreprise peut se définir comme un email d'information envoyé régulièrement à une échéance donnée. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ainsi de suite. Cet outil, c'est un moyen simple de renseigner le salarié ou les personnes impliquées sur un sujet quelconque. Mais son but premier reste d'informer sur la vie et l'évolution d'un service donné de l'entreprise afin de motiver un intérêt pour ce dernier et en augmenter intelligemment la production. Et puis, nous avons aussi aujourd'hui les réseaux sociaux comme outils de management. Nous avons WhatsApp, le Twitter, Instagram, nous avons Instagram, comme vous dites en français. Nous avons le Telegram, nous avons Facebook. Voilà donc. Et puis, je m'arrête là comme exposé. Vous pouvez lire en fait le chapitre intitulé Communication managériale, comme je vous avais dit autrefois. C'est en fait le lien entre la communication et l'organisation à travers la communication de son manager, la manière dont le manager communique. Hein. Les difficultés d'un manager à communiquer, nous expliquons ça. C'est dû à quoi? Et quand nous parlions de rapport entre leader et management, et manager plutôt, nous disions que le leader était fort en communication, le manager un peu moins. Donc maintenant, le défi, en fait, c'est quoi? C'est que chaque manager doit apprendre un peu de leadership, tout comme chaque leader doit apprendre un peu de management, c'est-à-dire à respecter les procédures, c'est-à-dire à de professionnaliser quand même son secteur. Donc, ce n'est pas possible que chacun soit parfaitement un bon manager et un bon leader, mais au moins qu'un bon manager puisse apprendre le leadership est important et qu'un bon leader puisse apprendre le management, c'est aussi important. Et vous pouvez lire aussi les détails sur les 3 niveaux d'action déterminants pour la communication managériale et, disons, pour le cadre dirigeant, pour la fonction de la communication interne, pour la fonction des ressources humaines, et puis les obstacles majeurs à lever pour une meilleure communication managériale et les enjeux de la communication relationnelle. Puis, comme conseil, ça surtout lorsque nous avons eu le cours de lobbying et plaidoyer, il faut savoir mettre en place une cartographie des compétences relationnelles. C'est très important. Nous l'avons dit avant avec la théorie des personnalités. Et il faut savoir qui est capable de quoi et quelle personnalité et quelle manière d'interagir avec l'environnement, quelle manière de recevoir, quelle manière de comprendre, ainsi de suite, quel type d'intelligence. C'est très important. Et puis aussi, ce qu'on appelle la hiérarchie d'un préférentiel à 4 niveaux, c'est-à-dire premier degré, deuxième, troisième, quatrième.
qui est faible, approximative, qui est hésitant ou partiel, qui est facilement réalisé, et puis maîtrise absolue. Puis il y a vraiment une bonne théorie relationnelle, hein. Par exemple, le domaine de l'affirmation de soi, l'anticipation mentale, la communication positive, l'intelligence affective et le leadership. Donc, ça, c'est un tableau d'évaluation, hein. Mieux se connaître et se situer par rapport à autrui. Vous donnez disons, une note de 1 à 4, par exemple, du point de vue de l'affirmation de soi, le candidat qui est devant toi. Et quelle est sa capacité de se connaître et de se situer par rapport à autrui. Tu lui donnes combien? 4, tu lui donnes 3, ainsi de suite. L'anticipation mentale, hein, la manière d'anticiper, se programmer en positif et visualiser. Quel vote, quelle cote tu lui donnes? Communication positive, l'intelligence affective, la maîtrise de l'émotion pour faciliter les processus, ainsi de suite. Et puis, vous avez aussi, par exemple, maintenant en détail, l'affirmation de soi. Comment on évalue? A réfléchi, connaît ses points forts et ses objectifs de progression, donnez-lui une cote, prend facilement la parole en face à face et fait part de ses idées, donnez une cote. Voilà, ça c'est comment tenir, disons, une équipe pour connaître chacun. L'anticipation mentale, la communication positive et l'intelligence affective, le leadership pour chacun, évaluer. Est-ce qu'il observe, comprend la dynamique de groupe et repère les attentes, les besoins, les contraintes de ses membres? Donner une cote. Est-ce qu'il inspire la confiance et calme spontanément les esprits quand il arrive dans un groupe et attire les confidences par son ouverture et son entreprise et son empathie? Donner une cote. C'est une manière, disons, d'évaluer chacun. Et puis, il y a ce qu'on appelle syndrome, le syndrome de la tour de Babel à l'intérieur d'une organisation. C'est quoi? Aujourd'hui, l'entreprise est présentée et peuplée par ces communautés au savoir-faire, au savoir-être distinctes, dont la cohésion ne peut plus être assurée ni par l'ancienne transmission orale, ni par les lénifiants. Les lénifiants appellent à vivre ensemble, et moins encore par le renouvellement perpétuel des slogans artificiels censés mobiliser les collaborateurs. Chaque communauté est portée à une tendance naturelle à vouloir s'organiser autour de sa propre compréhension des valeurs de l'entreprise, de sa culture, de son langage. Parcourue par autant de langages qu'elle comprend des communautés, l'entreprise prend parfois des allures de tour de Babel. Il y a le langage technologique, vous avez le langage juridique, langage client, langage marketing. Donc, la tour de Babel, vous voyez dans la Bible, là où, disons, les gens avaient un projet maléfique de concurrencer Dieu, le projet d'orgueil, de construire une grande, très haute tour. Et Dieu, pour les confondre, mettre fin à cette entreprise, il les a divisés en plusieurs langues pour qu'ils ne se comprennent pas. Donc, l'entreprise aujourd'hui est caractérisée par la présence de plusieurs cultures, de plusieurs langages, et parfois la compréhension est un peu difficile. Voilà. Une nouvelle grammaire relationnelle s'impose au-dedans de chaque entreprise. La communication au cours de la performance des équipes. C'est très important de mettre au centre de chaque management d'équipe et de chaque organisation en général le thème de la communication. Bien, et tout le reste, vous pouvez donc calmement le lire. Vous pouvez voir calmement dans votre syllabus tout ce qui concerne les rapports management-communication. Et j'ai fini par 10 conseils, actions pour faire ce premier pas en communication managériale. D'abord, éviter les blancs, les vides de communication, les non-dits et ne pas créer d'espace à la rumeur. Ici, on dit la communication a horreur du vide. Mais il faut savoir quoi annoncer, quoi communiquer et quoi ne pas communiquer.
dire toujours la vérité. Peut-être pas toute la vérité, mais quand vous ouvrez votre bouche, il ne faut jamais mentir. 2. Communiquer sur les processus à défaut des contenus, ce que nous faisons, où nous en sommes. Communiquer sur l'environnement, les contextes et les signaux d'alerte. Communiquer sur les stratégies déclinées en objectifs. Communiquer les projets à venir et les projets en cours. Communiquer sur les liens et les logiques. Communiquer sur les métiers, le savoir-faire et leur évolution. Communiquer sur les succès, sur les réussites et les célébrer. Dialoguer sur le terrain en face à face. Aider chacun à gérer l'incertitude. Les moyens et outils de communication managériale, nous avons dit les réunions, des rencontres ouvertes, les affichages, nous avons les flashs d'information, les registres d'hygiène et sécurité, les conditions de travail, lettres au personnel, journal interne, boîte à idées, outils numériques, ainsi de suite. Voilà. Bien, ça c'est ce que je vous avais déjà dit à propos de l'Internet. Vous pouvez donc lire calmement sur et dans les supports que vous avez. Voilà, je vous laisse là et avec espoir que vous aurez très bien compris. Maintenant, je vais envoyer une vidéo seulement pour vous expliquer les travaux pratiques que vous avez à faire. Je fais une vidéo à part pour éviter justement la confusion, pour que vous ne puissiez pas vous perdre.